Chaque soir, elle comptait les billets de 10 $, non pas parce qu'elle en avait besoin pour survivre, mais parce qu'elle consignait chaque centime de l'humiliation comme une preuve de l'incompréhension totale de son mari milliardaire envers la femme qu'il était en train de mettre à la porte. Il pensait faire preuve de générosité en lui remettant cet argent quotidien avant de retourner dans les bras de sa maîtresse, sans se douter un instant que l'épouse enceinte qu'il rejetait avait secrètement bâti un empire de plusieurs milliers de milliards de dollars pendant qu'il était trop distrait par une passion interdite pour s'en apercevoir. L'ironie en devenait presque poétique. Pendant qu'il planifiait son second mariage, elle finalisait l'achat de l'entreprise familiale de son mari, la même société que sa mère avait utilisée pendant des années comme un trône, lors de chaque réception d'entreprise, pour se moquer de la femme simple que son fils avait épousée avant de trouver quelqu'un de plus convenable. La cruauté de sa mère était légendaire lors de ces soirées. Sa langue acérée réduisait des cadres chevronnés au silence et à la honte. Mais sa cible préférée avait toujours été sa propre belle-fille, cette femme enceinte qu'elle croyait piégée et sans défense. Lorsque la prochaine réception de l'entreprise arriva, le milliardaire s'y présenta avec sa maîtresse comme invité officiel. Sa mère préparait sa moquerie la plus cruelle à ce jour, et aucun membre du conseil d'administration ne savait qu'il travaillait désormais pour la femme qui se tenait silencieusement dans un coin, vêtue de sa robe de maternité. Ce que la trillionnaire secrète fit lorsque sa belle-mère lança son attaque ne se contenta pas de révéler la vérité. Cela brisa le milliardaire à un point tel qu'il ne s'en remettrait jamais, détruisit entièrement la vision du monde de sa mère et laissa la maîtresse fixer l'homme qu'elle croyait avoir gagné, réalisant qu'en réalité, elle avait tout perdu. Comment un homme qui avait échangé sa femme enceinte contre 10 $ par jour aurait-il pu mesurer l'ampleur de son erreur? Les décennies de cruauté de sa mère allaient-elles enfin la rattraper en un instant dévastateur? Et la maîtresse resterait-elle si la richesse disparaissait, alors qu'elle ne s'était engagée que pour l'argent? Dans cette histoire, vous découvrirez comment la force silencieuse triomphe toujours de l'arrogance tapageuse, et comment la patience devient l'arme la plus tranchante lorsqu'elle est maniée avec intelligence. Vous apprendrez que les personnes qui vous sous-estiment vous donnent un pouvoir dont elles ignorent l'existence, et que documenter la cruauté vous fournit des preuves lorsque les mots ne suffisent plus. Mais surtout, vous comprendrez que le véritable caractère d'une personne ne se révèle pas dans la façon dont elle traite les puissants, mais dans la manière dont elle traite ceux qu'elle croit sans pouvoir. Parfois, la personne que tout le monde regarde est en réalité celle qui tient toutes les cartes, attendant le moment parfait pour montrer au monde ce qu'est le vrai pouvoir. Elena Martinez était assise au comptoir de la cuisine de ce qui avait été sa maison pendant 7 ans, étalant les billets de 10 $ sur le marbre comme un procureur disposant des preuves lors d'un procès pour meurtre. Chaque billet représentait un jour de sa grossesse, un jour de la cruauté calculée de son mari. Mais plus encore, chaque billet constituait un élément de documentation qui finirait par raconter comment le milliardaire James Wellington avait sous-estimé la personne la plus dangereuse qu'il n'ait jamais réellement connue. Le soleil du soir projetait de longues ombres sur les billets, et elle les photographia méthodiquement avec son téléphone, ajoutant chaque image à un dossier qu'elle avait simplement intitulé « Preuve de caractère ». Les avocats de Morrison et Associates, le cabinet de contentieux le plus redouté de Manhattan, lui avaient pourtant suggéré quelque chose de plus technique lorsqu'elle les avait engagés 3 mois plus tôt. Encore 10 $, Elena, avait dit James ce matin-là, en jetant le billet sur la table du petit déjeuner où elle examinait des documents d'acquisition sur son ordinateur portable. Des documents qu'il prenait pour des blocs de grossesse ou des listes de naissance, parce qu'il avait cessé de réellement la regarder 6 mois plus tôt, lorsque Vanessa Pierce était entrée dans sa vie, vêtue d'une robe rouge et d'une ambition égale à la sienne. Ça devrait couvrir tes dépenses de la journée. Non? De toute façon, tu ne vas nulle part dans ton état. Ton état. C'est ainsi qu'il appelait désormais la grossesse, comme si leur enfant était un problème médical plutôt qu'un être humain. Mais Elena s'était contentée de sourire et de glisser le billet de 10 $ dans son portefeuille, aux côtés des 67 précédents. Chacun était un point de données dans le dossier qu'elle construisait. Elle avait appris depuis longtemps que le silence était l'arme la plus puissante qu'une femme puisse manier, surtout lorsqu'elle avait discrètement bâti un empire financier dépassant désormais les 3000 milliards de dollars, pendant que son mari passait ses dîners à envoyer des messages à sa maîtresse sous la table. L'ironie ne lui échappait pas. James Wellington, l'homme qui avait hérité de Wellington Industries de son grand-père et se croyait milliardaire autodidacte sans jamais avoir rien bâti de zéro, se vantait actuellement de son génie des affaires auprès de Vanessa, tandis qu'Elena venait tout juste de finaliser l'achat de l'entreprise familiale via un réseau de sociétés écrans si complexe que même son propre conseil d'administration avait recommandé d'accepter la généreuse offre de Prométhée.
Holdings. James ignorait que Prométhée signifiait « la pensée » en grec, et il ignorait encore plus que l'actionnaire principal de cette holding était l'épouse enceinte qu'il était en train de chasser pour faire de la place à sa maîtresse. Le téléphone d'Helena vibra, un message de Richard Chen, son avocat principal. Les derniers documents sont validés. Vous détenez désormais 73% de Wellington Industries. Les 27% restants sont répartis entre de petits actionnaires qui voteront selon la volonté de l'actionnaire majoritaire. Félicitations, Madame Wellington. Vous êtes maintenant la patronne de votre mari. Elle posa la main sur son ventre, sentant le bébé donner un coup, comme s'il célébrait l'acquisition. Mais cette satisfaction était tempérée par le souvenir du chemin parcouru. 7 ans plus tôt, elle s'appelait Helena Rodriguez, une capitale risqueuse qui avait gagné ses premiers 100 millions avant 25 ans en misant sur des startups technologiques que tout le monde avait ignorées. Elle avait rencontré James lors d'un gala de charité où il était l'orateur principal, parlant d'héritage familial et de bâtir quelque chose qui dure. Elle avait cru chaque mot, parce qu'elle voulait croire que richesse et caractère pouvaient coexister chez une même personne. Mais elle avait appris que la richesse protège souvent les gens des conséquences qui forgent le caractère. Et James Wellington n'avait jamais affronté la moindre conséquence de toute sa vie, jusqu'à maintenant. Le mariage avec Vanessa était prévu pour le mois prochain. Une cérémonie printanière dans les Hamptons, coûtant plus que ce que la plupart des gens gagneraient en une vie, mais bien moins que les $10 par jour que James jugeait suffisant pour subvenir aux besoins de son épouse enceinte. Helena avait reçu l'invitation la veille, livrée par erreur à l'appartement que James lui avait loué dans un immeuble qu'il estimait adapté à sa situation actuelle. Elle l'avait ajouté à son dossier de preuves, aux côtés des photos des billets de $10, des messages qu'elle avait récupérés via une sauvegarde cloud à laquelle James ignorait qu'elle avait accès, et des documents financiers prouvant que Wellington Industries perdait en réalité de l'argent pendant que James était trop absorbé par son aventure pour suivre les instructions. La réception de l'entreprise avait lieu dans 3 jours. Le gala annuel de printemps où Wellington Industries célébrait une nouvelle année de ce que James croyait être un succès. Les chiffres, eux, racontaient une toute autre histoire. Sa mère, Patricia Wellington, avait déjà envoyé un message à Helena pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Le message avait été envoyé à l'ancienne adresse email d'Helena, et Patricia ignorait que la femme qu'elle avait humiliée pendant 7 ans lors de chaque rassemblement d'entreprise était désormais celle qui décidait si Wellington Industries survivrait, ou s'effondrerait. Helena photographia l'invitation à côté des billets de $10, créant une composition qui racontait toute l'histoire sans un mot, puis envoya l'image à Richard, accompagnée d'un message simple. À ce soir à la réception. Patricia. Patricia Wellington préparait les réceptions de l'entreprise comme des généraux militaires préparent une invasion. Avec une précision stratégique, une sélection minutieuse des cibles et une foi inébranlable en sa propre supériorité. Depuis 43 ans, elle régnait sur Wellington Industries dans l'ombre. Elle n'avait jamais occupé de poste officiel, mais exerçait plus de pouvoir que n'importe quel dirigeant salarié, simplement parce qu'elle était la matriarche qui avait transformé la modeste entreprise de construction de son mari en un empire milliardaire avant sa mort. Le gala de printemps était son arène, l'endroit où elle rappelait à tous qui avait bâti le royaume qu'il servait. Mais l'événement de cette année avait une signification toute particulière. Elle avait enfin convaincu son fils de se débarrasser de la femme inadéquate qu'il avait piégée avec une grossesse et d'embrasser Vanessa Pierce, une femme que Patricia jugeait digne du nom Wellington. Les traiteurs doivent comprendre que nous attendons 300 invités, pas les 250 habituels, dit Patricia à son assistante en examinant le plan de table dans son bureau du Penthouse, qui surplombait la ville que sa famille avait contribué à bâtir. Et assurez-vous qu'Helena Martinez ne figure pas sur la liste. Je me moque de son statut légal. Elle ne fait plus partie de la famille, et je ne veux pas que son état perturbe la soirée lorsque James présentera Vanessa comme sa fiancée. Mais ce que Patricia ignorait, ce que personne ne savait à part les associés principaux de Morrison et Associates et les membres du conseil ayant signé les documents d'acquisition, c'est qu'Helena Martinez n'était pas seulement sur la liste des invités. Techniquement, elle était l'hôtesse. Puisque Prométhée Holdings possédait désormais l'entreprise, l'immeuble et même le bureau du Penthouse où Patricia planifiait en ce moment même l'humiliation finale de sa belle-fille, James Wellington se trouvait dans son bureau d'angle, 3 étages plus bas, en train d'examiner des rapports trimestriels qui auraient dû l'alarmer, mais qui ne le faisaient pas. Il avait appris à interpréter les mauvaises nouvelles comme des contretemps temporaires plutôt que comme des signaux d'alerte d'un échec systémique. Wellington Industries perdait des parts de marché depuis 2 ans,
cédant des contrats à des concurrents ayant investi dans l'innovation, tandis que James investissait dans sa relation avec Vanessa. Mais la vente partielle de l'entreprise à Prometheus Holdings avait injecté suffisamment de capital pour donner l'illusion que le problème était maîtrisable. Les nouveaux propriétaires n'ont encore demandé aucune réunion, dit son directeur financier, Robert Torres, lors du briefing matinal, sur un ton laissant entendre qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle plutôt que du silence inquiétant que cela représentait réellement. L'accord d'acquisition leur donne le contrôle majoritaire, mais maintient la structure de direction actuelle. Vous restez PDG. Votre mère conserve son rôle consultatif, et les opérations continuent normalement. Exactement comme il se doit, répondit James en validant des notes de frais incluant la location de l'appartement d'Helena, une ligne qu'il avait demandé au service comptable de classer comme contribution caritative, car cela lui permettait de se sentir magnanime plutôt qu'obligé. Le nom Wellington signifie encore quelque chose dans cette ville. Ces prédateurs financiers arrivent, extraient leurs profits et repartent. Nous devons simplement maintenir les apparences jusqu'à ce qu'ils se désintéressent. Les apparences étaient précisément ce qu'Helena étudiait depuis 7 ans, documentant l'écart entre l'image publique de la famille Wellington et leur véritable caractère, avec la rigueur d'une anthropologue observant une civilisation mourante. Elle avait assisté à chaque réception, souri à chacune des remarques perfides de Patricia sur ses origines modestes et son mariage chanceux, et consigné chaque instant où la cruauté familiale se dissimulait derrière une façade de sophistication. Un souvenir frappa James sans prévenir pendant son déjeuner avec Vanessa, dans le restaurant où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, là où leur liaison avait commencé 18 mois plus tôt, alors qu'Helena était dans son premier trimestre. Épuisée, nauséeuse, mais essayant encore d'être l'épouse que James prétendait vouloir. Vanessa était une consultante engagée pour rationaliser les opérations, ce qui signifiait identifier quels employés licenciés afin d'améliorer les marges bénéficiaires. James avait été attiré par son efficacité, son absence de sentimentalité, sa capacité à prendre des décisions difficiles sans les complications émotionnelles qu'Helena apportait à tout. « Ta mère veut que je porte les perles des Wellington au gala », dit Vanessa en montrant sur son téléphone une photo de l'héritage familial que Patricia n'avait jamais proposé à Helena malgré cette année de mariage. Elle dit que cela enverra le bon message sur la continuité familiale. James regarda les perles, celles que sa grand-mère portait, celles que sa mère avait promis de donner à son épouse, celles qu'Helena avait admirées sur de vieilles photos sans jamais avoir le droit de les toucher, et ressentit le premier frémissement de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais qui lui était trop étranger pour être reconnu. Helena n'avait jamais demandé les perles, ni les symboles d'acceptation que Vanessa recevait après 18 mois de ce que James n'arrivait toujours pas à appeler une relation sans sentir le poids du mot liaison. Elles tireront à merveille, dit James en chassant l'image d'Helena à leur mariage, portant le simple collier de perles qu'elle s'était acheté elle-même parce que sa mère avait prétendu que les perles de famille étaient en nettoyage cette semaine-là. Tu les mérites. Mais la notion de mérite était sur le point d'être redéfinie d'une manière qui pulvériserait la compréhension que James Wellington avait de la justice, du karma et des conséquences catastrophiques de la confusion entre patience et faiblesse. Vanessa sourit et l'embrassa, avec un goût de champagne et de victoire, totalement inconsciente que la femme qu'il croyait avoir vaincue était en réalité celle qui décidait désormais s'ils auraient encore quelque chose à célébrer lors du gala de l'année suivante. De l'autre côté de la ville, Helena se tenait dans l'appartement que James jugeait adéquat pour son état, examinant le plan de table du gala que son équipe juridique avait obtenu grâce à leur nouveau droit de propriété. Elle avait été placée à la table 17, dans le coin du fond près des portes de service, l'emplacement traditionnel des accompagnateurs d'employés et des personnes jugées insuffisamment importantes pour bien voir la scène. Mais Helena avait d'autres projets concernant l'endroit où elle serait assise. Et ces projets incluaient une position où Patricia Wellington n'aurait d'autre choix que de voir exactement qui elle avait méprisé pendant 7 ans, et où James Wellington serait forcé d'assister à l'effondrement de tout son monde en l'espace d'une seule soirée. Elle posa la main sur son ventre, sentit le bébé bouger de nouveau et murmura. « Ta grand-mère ne le sait pas encore, mais elle vient de nous inviter à notre propre réception d'entreprise. » Le gala de printemps de Wellington Industries transforma la salle de bal métropolitaine en un temple de richesse et d'héritage. Des lustres en cristal diffusaient leur lumière sur 300 invités représentant la rencontre entre l'ancienne fortune et le nouveau pouvoir. Patricia Wellington se tenait à l'entrée, vêtue d'une robe coûtant plus que le loyer mensuel de l'appartement d'Helena, accueillant les invités avec la chaleur maîtrisée de quelqu'un qui avait passé des décennies à perfectionner l'art de faire se sentir les gens à la fois les bienvenus et évalués. James se tenait à ses côtés,
Vanessa à son bras, les perles familiales scintillant autour du cou de celle-ci comme une déclaration de conquête. Aucun d'eux ne remarqua l'entrée d'Elena Martinez par les portes principales, vêtue d'une robe de maternité sur mesure qui transformait sa grossesse en symbole de puissance plutôt que de vulnérabilité. La table 17 est au fond, dit l'hôtesse en consultant sa liste avec le ton gêné de quelqu'un annonçant une rétrogradation. Mais Elena se contenta de sourire, prit la carte de table et traversa la foule avec la grâce tranquille de celle qui savait que la soirée finirait par venir à elle. Elle avait passé 3 heures cet après-midi-là avec son équipe juridique, examinant non seulement les documents de propriété, mais aussi le plan minutieusement élaboré du déroulement de la révélation. Richard Chen souhaitait quelque chose de spectaculaire. Une annonce publique, peut-être une présentation vidéo. Mais Elena avait insisté pour quelque chose de plus personnel, de plus poétique, de plus dévastateur. Elle voulait que Patricia Wellington exprime sa cruauté une dernière fois, avant de découvrir que son public était devenu son juge. Le dîner se déroula exactement comme Patricia l'avait orchestré. Des plats servis à la seconde près, des discours minutieusement calibrés pour célébrer l'héritage des Wellington, et un moment soigneusement planifié après le plat principal, au cours duquel Patricia devait prendre le micro pour parler des valeurs familiales et de l'importance de choisir des partenaires qui élèvent nos standards plutôt que de les abaisser. Elena avait lu les notes du discours auquel son équipe juridique avait eu accès grâce à leur nouveau droit de propriété, et elle s'était étonnée de la manière dont Patricia avait réussi à écrire une allocution entière sur le partenariat idéal sans jamais mentionner Elena par son nom, tout en rendant parfaitement clair de qui elle parlait. À la table 17, Elena était assise à côté de jeunes cadres qui ignoraient manifestement qui elle était, mais qui avaient la gentillesse de l'inclure dans leur conversation sur la politique interne et les spéculations concernant les nouveaux propriétaires. J'ai entendu dire que Prometeux Holdings est une sorte d'investisseur activiste, dit un jeune homme nommé David en baissant la voix. Le genre qui arrive, licencie la moitié du personnel et revend l'entreprise avec profit. C'est aussi ce que vous avez entendu? C'est ce que vous avez entendu? Demanda Elena, d'un ton sincèrement curieux. David hocha la tête avec enthousiasme, manifestement ravi de partager une information confidentielle avec la femme enceinte reléguée au fond de la salle. Patricia Wellington est convaincue qu'ils préserveront l'héritage familial, ajouta une femme nommée Michelle en jetant un coup d'œil vers la table d'honneur, où Patricia riait à quelque chose que James venait de dire. Elle a expliqué au conseil que l'argent des Wellington a bâti cette entreprise et que les valeurs des Wellington la maintiendront, peu importe qui signe les chèques. Elena absorba ces informations et les ajouta au catalogue d'hypothèses qu'elle compilait mentalement. Mais son attention fut attirée vers l'avant de la salle, où Patricia s'était levée et s'approchait du micro avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été contredit en public. La salle se tut instantanément. La réputation de Patricia pour ses discours mémorables s'était forgée au fil de décennies d'observations parfaitement synchronisées et de critiques soigneusement ciblées, laissant le public rire pendant que ses victimes saignaient intérieurement. « Bonsoir à tous », commença Patricia, sa voix mêlant la chaleur d'une grand-mère à la rigueur d'un procureur. Il y a 43 ans, mon défunt mari et moi avons fondé Wellington Industries avec une conviction simple. L'héritage familial ne consiste pas seulement à bâtir une fortune, mais à forger le caractère. Elle poursuivit. Nous croyons que les personnes que nous choisissons d'avoir à nos côtés, nos partenaires, nos associés, les membres de notre famille reflètent qui nous sommes et ce que nous valorisons. Elena sentit son téléphone vibrer. Un message de Richard. L'équipe juridique est en position. La sécurité a les documents. Dites le mot et nous exécutons. Elle répondit simplement. Pas encore. Laissez-la terminer. Patricia continua, portée par son thème. Récemment, notre famille a dû effectuer certains changements nécessaires. Mon fils James a eu le courage de reconnaître lorsqu'une relation ne sert plus son objectif le plus élevé, lorsqu'un partenariat repose sur les circonstances plutôt que sur une véritable compatibilité. La salle était désormais plongée dans un silence total. L'allusion était suffisamment claire pour que plusieurs invités jettent un regard vers la table 17, même si la plupart ne connaissaient pas assez Elena pour la reconnaître. Et je suis fier d'annoncer qu'il a choisi d'avancer avec quelqu'un qui incarne véritablement le standard Wellington. Une femme ambitieuse, sophistiquée, et engagée dans un véritable partenariat. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter James et sa fiancée, Vanessa Pierce. Les applaudissements éclatèrent aussitôt, puissants et unanimes, exactement comme Patricia les avait chorégraphiés. Mais Elena remarqua quelque chose que les autres ne virent pas.
Le sourire de Vanessa était légèrement crispé, comme si elle venait soudain de comprendre que célébrer le fait de remplacer quelqu'un impliquait aussi une vérité inconfortable sur sa propre remplaçabilité. James se leva et entraîna Vanessa avec lui. Les perles de la famille Wellington captèrent la lumière lorsqu'elle se tourna vers la foule pour saluer. Patricia rayonnait de satisfaction, convaincue d'avoir livré son message sur les changements nécessaires, avec la précision chirurgicale qui avait fait sa légende. Puis ses yeux balayèrent la salle dans un dernier geste de triomphe, et s'arrêtèrent sur la table 17. Elena y était assise, vêtue de sa robe de maternité sur mesure, les mains posées sur son ventre, observant la scène avec une expression que Patricia interpréta d'abord comme de l'humiliation, mais qui était en réalité bien plus dangereuse. Une patience arrivée à son terme. « Oh » dit Patricia dans le micro, sa voix dégoulinant d'une surprise à parts égales sincère et jouée. « Il semble que nous ayons une invitée non conviée ce soir. » Elle poursuivit, le sourire dur. « Elena, ma chère, je pensais avoir été claire. Cet événement est réservé aux membres actuels de la famille et aux employés en règle. Votre table est très éloignée de la section familiale. Êtes-vous perdu, ou n'avez-vous tout simplement pas compris le plan de table? » L'atmosphère changea instantanément. 300 invités se retournèrent pour identifier la cible de l'attention de Patricia. Certains se délectaient de la cruauté, d'autres se penchaient en avant, impatients comme des témoins assistant à une exécution publique. Le visage de James pâlit lorsqu'il comprit ce que sa mère faisait. Mais l'expression de Vanessa révélait autre chose. Une prise de conscience soudaine que faire partie de la famille Wellington signifiait aussi participer à sa cruauté et que la femme qui portait aujourd'hui les perles familiales pourrait un jour être celle humiliée au fond de la salle. Elena se leva lentement, les mains toujours posées sur son ventre arrondi. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme, mais porta parfaitement dans le silence stupéfait. « Je ne suis pas perdue, Patricia. Je suis exactement là où je dois être. Mais je crois qu'il y a une confusion concernant la personne qui a sa place à la table familiale. » Le silence qui envahit la salle de bal métropolitaine était celui qui précède soit la violence, soit la révélation. 300 personnes retinrent leur souffle tandis qu'Elena Martinez s'avançait lentement depuis la table 17 vers la scène où se tenait Patricia Wellington, son expression passant de la satisfaction arrogante à une irritation confuse en voyant que la femme enceinte qu'elle venait d'humilier refusait de s'effondrer. James se leva à moitié, tendant la main vers Elena dans un geste qui aurait pu être de protection, ou de contrôle. Mais Vanessa le força à se rasseoir en lui serrant le bras, comme si elle pressentait qu'un événement catastrophique était sur le point de se produire et voulait qu'il soit assis lorsqu'il frapperait. « Patricia, » dit Elena d'une voix toujours douce, désormais amplifiée par l'acoustique de la salle à mesure qu'elle approchait de la scène, « vous avez demandé si je comprenais le plan de table. »« Oui, je le comprends. La table 17 est traditionnellement réservée aux invités qui ne sont pas essentiels aux opérations de l'entreprise. Les accompagnateurs, les actionnaires mineurs, les personnes présentes par courtoisie plutôt que par droit. » Elle s'arrêta au pied des marches de la scène, une main sur la rambarde, l'autre toujours posée sur son ventre. « Mais je crois qu'il y a un malentendu fondamental concernant ma relation avec Wellington Industries. » Le visage de Patricia se durcit, adoptant l'expression qu'elle réservait aux subordonnés dépassant les limites. « Elena, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour la scène que vous préparez. Vous vous êtes déjà suffisamment ridiculisée, et mon fils aussi, sans y ajouter un drame public. Je possède cette entreprise, Patricia. » Les mots furent prononcés sans emphase, sans théâtralité, sans le moindre effet de manche qui aurait pu les faire passer pour un bluff, mais avec la simplicité définitive de quelqu'un énonçant un fait évident que les autres avaient inexplicablement ignoré. Le silence qui suivit était différent, non plus chargé d'attente, mais figé de stupeur, tandis que 300 personnes tentaient d'assimiler une information qui ne correspondait en rien à ce qu'on leur avait dit au sujet de l'acquisition par Prometheus Holdings. James se leva de nouveau, cette fois avec assez de force pour faire basculer sa chaise. « C'est ridicule. Elena, tu es bouleversée. Je comprends, mais faire de fausses déclarations lors d'un événement d'entreprise. Prometheus Holdings a acheté 73% de Wellington Industries il y a 6 semaines, poursuivit Elena, sans jamais hausser la voix, mais la faisant pourtant résonner dans toute la salle de bal. Le conseil d'administration avait recommandé d'accepter l'offre parce que l'entreprise se vidait de son sang. 2 années consécutives de perte de parts de marché, des expansions ratées et une direction trop distraite par des affaires personnelles pour remarquer l'hémorragie. Prometheus Holdings est une filiale de Martinez Global Enterprises,
la société mère de mon portefeuille de capital risque. Je suis Prometheus Holdings. James, j'ai racheté l'entreprise de ta famille pendant que tu planifiais ton mariage avec Vanessa. Richard Chen apparut à l'entrée de la salle de bal, accompagné de 3 collaborateurs, chacun portant une chemise en cuir qu'Elena reconnut immédiatement comme la documentation complète de l'acquisition. Chaque signature, chaque dépôt légal, chaque preuve que la femme que Patricia venait de tourner en dérision pour ne pas comprendre un plan de table était en réalité celle qui décidait si Patricia aurait encore une place où s'asseoir. Le visage de Patricia passa du rouge au blanc, le micro tremblant dans sa main. C'est impossible. Nous avons vérifié les acheteurs. Nous avons examiné leurs références. Prometheus Holdings est une entité juridique soigneusement structurée, conçue pour me permettre d'acheter Wellington Industries sans déclencher les clauses de vendetta personnelle que vos avocats ont intégrées au statut de l'entreprise, répondit Elena. Elle acheva de monter les marches de la scène, avançant désormais avec la lenteur calculée de quelqu'un qui avait préparé cet instant pendant des mois et ne comptait pas en bâcler l'exécution. Vous avez rédigé ces clauses il y a 15 ans, Patricia, après qu'un rival ait tenté de vous racheter l'entreprise sous vos pieds. Elles empêchent toute personne ou entité ayant démontré une animosité personnelle envers la famille Wellington d'acquérir une participation majoritaire. Alors je me suis assuré que Prometheus Holdings n'ait aucun lien apparent avec Elena Martinez, la femme que vous avez passé 7 ans à ridiculiser lors de ces réceptions. Elle atteignit la scène, se plaça à côté de Patricia et fit signe à Richard, qui s'avança avec le dossier principal. Elena l'ouvrit, révélant les documents de propriété où sa signature apparaissait clairement, puis le tendit à Patricia avec la même courtoisie glaciale que celle que Patricia utilisait lorsqu'elle lui disait qu'elle n'était pas la bienvenue aux événements familiaux. Chaque billet de $10 que James m'a donné, dit Elena. Sa voix restait maîtrisée, mais elle portait désormais une dureté nouvelle, signe que la patience s'était entièrement transformée en pouvoir. J'ai documenté chaque humiliation lors de ces réceptions. Chaque remarque méprisante sur mes origines modestes. Chaque fois que vous disiez à James qu'il avait épousé quelqu'un en dessous de son rang. Je n'ai pas fait cela par vengeance, Patricia, mais pour constituer des preuves. Des preuves de caractère. Des preuves qui m'ont permis de comprendre exactement à qui j'avais affaire lorsque j'ai dû décider si je sauverais cette entreprise, ou si je la laisserais s'effondrer sous le poids de l'arrogance de votre famille. James avait rejoint la scène. Son visage exprimait désormais la compréhension brutale de quelqu'un qui voyait toute sa réalité se réorganiser sous ses yeux. Elena, si tout cela est vrai, si tu possèdes réellement l'entreprise, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi laisser la situation aller aussi loin? Et voici le moment qu'Elena attendait. La question qui lui permettrait d'expliquer non seulement ce qu'elle avait fait, mais pourquoi elle l'avait fait avec une précision aussi calculée. Parce que j'avais besoin de savoir, James. J'avais besoin de savoir si l'homme qui donnait $10 par jour à sa femme enceinte tout en préparant un mariage avec sa maîtresse était capable de reconnaître ce qu'il avait perdu. J'avais besoin de savoir si ta mère ferait preuve de compassion si elle me croyait sans pouvoir, ou si sa cruauté faisait simplement partie de sa nature. Et j'avais besoin de savoir si Vanessa resterait à tes côtés lorsque l'argent disparaîtrait. Elle se tourna alors vers la salle, s'adressant aux 300 invités désormais témoins d'un renversement qui serait étudié pendant des années dans les écoles de commerce comme dans les procédures de divorce. À compter de demain matin, Wellington Industries entrera en phase de restructuration. Le rôle consultatif de Patricia Wellington est immédiatement supprimé. James Wellington restera PDG, sous condition. Il recevra les mêmes $10 par jour qu'il me donnait et découvrira s'il est possible de diriger une entreprise tout en subissant la même dignité et le même respect que ceux qu'il réservait à sa femme enceinte. Le contrat de consultante de Vanessa Pierce est résilié. Avec effet immédiat. Vanessa s'était déjà levée et se dirigeait vers la sortie, ses instincts de survie suffisamment aiguisés pour reconnaître un navire en train de sombrer. Les perles de la famille Wellington pendaient encore à son cou, mais son lien avec l'homme qui les lui avait offertes était déjà rompu. James la regarda partir avec l'expression de quelqu'un comprenant enfin qu'un partenariat fondé sur l'ambition plutôt que sur le caractère s'évapore dès que l'ambition ne peut plus être nourrie. Mais c'est le visage de Patricia qui révélait la véritable dévastation. L'effondrement d'une vision du monde bâti sur plus de 40 ans. La prise de conscience que la femme qu'elle avait persécutée lui avait été stratégiquement supérieure depuis le début. Et l'écrasante certitude que chaque acte de cruauté avait été observé, consigné, puis transformé en arme par quelqu'un qui jouait une partie bien plus longue qu'elle ne l'avait jamais imaginée.
Vous nous avez écrasés, murmura Patricia. Le micro capta ces mots qui n'étaient pas destinés à être entendus, mais qui résonnèrent désormais dans toute la salle. Vous avez détruit tout ce que nous avons construit. La main d'Elena retourna sur son ventre, sentant le bébé bouger avec un timing presque parfait. Non, Patricia. Vous avez tout détruit vous-même. Moi, je n'ai fait que documenter la destruction et décider si ce qui restait méritait d'être sauvé. Et j'ai décidé que certains héritages se bâtis sur la cruauté et maintenus par l'humiliation méritent de s'achever pour que de meilleurs puissent commencer. Elle quitta la scène, laissant derrière elle le micro, les documents et la famille Wellington brisée. Elle ne retourna pas à la table 17, mais se dirigea vers la sortie où Richard l'attendait avec la voiture qui la ramènerait à l'appartement que James jugeait autrefois adapté à sa situation. Derrière elle, James Wellington resta figé entre sa mère et la porte par laquelle sa maîtresse venait de s'enfuir, comprenant enfin l'ampleur de l'erreur d'avoir échangé sa femme enceinte contre $10 par jour. L'homme qui se croyait généreux découvrait qu'il avait été catastrophiquement aveugle. Et le poids écrasant de cette vérité, avoir chassé la seule personne capable de le sauver, le hanterait pour le reste de sa vie, comme un fantôme qu'aucune fortune ni aucune rédemption ne pourrait jamais totalement exorciser. Dans la salle de bal, 300 témoins demeuraient figés dans un silence stupéfait, après avoir assisté à une justice poétique exécutée avec la précision d'une stratège transformant la patience en pouvoir et l'humiliation en triomphe. Le gala de printemps de Wellington Industries resterait dans les mémoires, mais pas pour les raisons que Patricia avait imaginées. Il serait retenu comme la nuit où la force silencieuse vainquit l'arrogance tapageuse, où les preuves documentées écrasèrent les certitudes de supériorité, et où la femme en robe de maternité révéla qu'elle avait été la personne la plus puissante de la pièce depuis le début. Elena Martinez entra dans l'air frais de la nuit, posant ses deux mains sur son ventre où grandissait son enfant. Un enfant qui n'hériterait pas du nom Wellington, mais de la leçon que le caractère, la patience et la stratégie valent bien plus que toutes les perles de famille et les réceptions mondaines du monde. Le gala se poursuivit derrière elle, mais sans la famille qu'il était censé célébrer, et avec une nouvelle certitude. Sous-estimer les personnes silencieuses est l'erreur la plus coûteuse que la richesse puisse acheter. 6 mois après le gala qui mit fin à la dynastie Wellington, Elena Martinez se tenait dans le siège fraîchement rénové de ce qui s'appelait désormais officiellement Martinez Wellington Industries, tenant sa fille de 3 mois contre son épaule tout en examinant les rapports trimestriels montrant le premier trimestre rentable de l'entreprise depuis 3 ans. Le bébé, Sofia Elena Martinez, était né exactement 2 semaines après le gala, comme si elle avait attendu que sa mère referme un chapitre avant d'en ouvrir un autre. Et Elena avait passé son congé maternité à restructurer une entreprise tout en apprenant à fonctionner avec 2 heures de sommeil par nuit, découvrant que ces 2 tâches exigeaient le même niveau de patience stratégique et la même tolérance au chaos. Les billets de $10, les 97 au total que James lui avait donnés durant ces derniers mois, étaient désormais encadrés sur le mur de son bureau, protégés sous verre, avec une petite plaque où l'on pouvait lire. Preuve de caractère, un rappel que la valeur et la dignité se mesurent à la façon dont nous traitons les gens lorsque nous pensons qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Ce cadre était devenu une sorte de légende dans les milieux d'affaires, cité dans des articles de Forbes et de la Harvard Business Review sur la patience stratégique et l'art de jouer le long terme pour obtenir réparation professionnelle. Mais pour Elena, cela restait quelque chose de bien plus personnel. Un rappel qu'elle avait été mise à l'épreuve et qu'elle avait répondu non par une vengeance immédiate, mais par une précision méthodique et documentée. James Wellington travaillait 3 étages en dessous d'elle. Il avait accepté le poste de PDG sous condition avec l'humilité qui ne naît que d'une dévastation totale. Il avait réellement gagné ses $10 par jour durant le premier mois. Elena était sérieuse à propos de cette conséquence, mais elle avait fini par lui rétablir un salaire modeste une fois qu'il eut démontré un changement sincère dans sa façon de traiter chaque employé, du personnel d'entretien au cadre dirigeant. Il ne redeviendrait jamais riche comme autrefois, le règlement du divorce ayant été particulièrement sévère au vu des preuves de son infidélité et de son abandon. Mais Elena avait remarqué quelque chose d'inattendu. Il semblait plus léger désormais, comme si le poids de faire semblant d'être généreux tout en étant cruel avait été plus lourd que celui de devenir réellement la personne qu'il prétendait être. Vanessa Pierce avait déménagé en Californie et épousé un entrepreneur de la tech. Les perles de la famille Wellington étaient revenues par courrier recommandé, sans le moindre mot joint. Elena avait toutefois appris par ses réseaux professionnels que Vanessa militait désormais pour que les femmes dans les affaires conservent leur indépendance financière,
quelle que soit la richesse de leur partenaire, une leçon manifestement tirée de l'effondrement total de la sécurité qu'elle avait bâtie sur les fondations de quelqu'un d'autre. Patricia Wellington avait complètement disparu de la vie publique. Cette femme qui avait passé 4 décennies à façonner l'élite sociale vivait désormais dans un modeste appartement en copropriété en Floride. Sa cruauté légendaire avait finalement été réduite au silence par la prise de conscience que les armes qu'elle avait utilisées contre les autres ne l'avaient détruite qu'elle-même. Elena lui avait envoyé une carte à la naissance de Sofia. Non par obligation, mais par l'espoir sincère que Patricia puisse apprendre quelque chose en devenant une grand-mère qu'elle ne serait jamais autorisée à connaître. Aucune réponse n'était jamais arrivée. L'entreprise, elle, s'était transformée sous la direction d'Elena. La culture de cruauté et de hiérarchie avait été remplacée par quelque chose qui ressemblait enfin aux valeurs familiales que Patricia prétendait défendre sans jamais les pratiquer. La satisfaction des employés avait triplé. L'innovation était revenue. Et le nom Wellington, désormais associé à Martinez, ne symbolisait plus l'héritage et le privilège, mais la rédemption et les secondes chances offertes aux organisations prêtes à examiner honnêtement leur caractère. Elena se tenait devant la fenêtre de son bureau, Sofia endormie contre son épaule, observant la ville où l'on l'avait autrefois décrite comme une femme ayant piégé un milliardaire avec une grossesse, alors qu'en réalité, elle avait été une trillionnaire en devenir, rassemblant des preuves pour le dossier qui allait changer sa vie. Elle repensa au chemin parcouru depuis ses billets de $10 jusqu'à cet instant, à la manière dont la patience et la préparation avaient vaincu l'arrogance et les suppositions, et à la façon dont le bébé dans ses bras grandirait en sachant que sa mère avait été sous-estimée et avait transformé cette sous-estimation en pouvoir non par la colère, mais par des preuves stratégiques, documentées et irréfutables de caractère. Sur son bureau reposait une lettre de James, la 47e depuis le gala. Aucune ne demandait pardon, car il avait enfin compris que le pardon n'était pas quelque chose qu'il pouvait exiger ni mériter. Toutes témoignaient toutefois de sa tentative de devenir quelqu'un digne du respect futur de sa fille, sinon de la clémence actuelle de son ex-femme. Elena n'y avait pas répondu pour la plupart, mais elle les conservait dans un dossier intitulé Preuve de croissance, ayant appris que la documentation fonctionnait dans les deux sens. Elle pouvait enregistrer les échecs qui détruisent des empires, mais aussi les changements qui reconstruisent le caractère. Les billets de $10 sur son mur captèrent la lumière de l'après-midi, se transformant de preuves d'humiliation en démonstration que les erreurs les plus coûteuses sont toujours celles qui ne coûtent rien sur le moment, mais tout à la fin, et que les investissements les plus précieux sont ceux qui exigent de la patience pour mûrir, mais offrent des retours qui durent pour toujours. Sofia remua contre son épaule. Et Elena murmura les mots qu'elle répéterait tout au long de la vie de sa fille. « Souviens-toi, ma chérie, ta valeur n'est jamais déterminée par la façon dont les autres t'évaluent, mais par la manière dont tu te respectes assez pour documenter la vérité et attendre le bon moment pour la révéler. » Au dehors, la ville poursuivait son mouvement incessant, pleine de personnes faisant des choix entre caractère et conséquences, entre patience et pouvoir, entre donner $10 et se croire généreux, ou comprendre que la véritable générosité comme la véritable force ne se mesure pas à ce que l'on donne quand on a tout, mais à ce que l'on devient lorsqu'il ne nous reste plus que notre caractère pour nous soutenir. L'héritage Wellington Martinez continuerait, mais il serait écrit par une femme qui avait compté des billets de $10, non parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle avait compris que la documentation était le destin, et que la personne assez patiente pour rassembler des preuves était toujours plus puissante que celle assez arrogante pour les créer.